J'analyse la réponse du Canada à ce conflit avec notre panel d'analystes. Marc-André Leclerc, Marie Montpetit, Gilles Duceppe et Farouk Karim. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Bon, on le voit, le premier ministre Trudeau se fait beaucoup plus prudent. Il veut pas jeter le blâme, du moins pas pour le moment, pour la frappe meurtrière sur un hôpital de Gaza plus tôt cette semaine. Il y a plusieurs associations juives au Canada qui sont en furie. Ils lui demandent de clarifier ses propos. Marc-André, d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de la réponse de M. Trudeau jusqu'à maintenant? Ben, je pense, Esther, pour M. Trudeau, c'est une semaine qui est encore une fois difficile. On a vu mardi, il est sorti rapidement, même s'il n'a pas nommé Israël dans les informations qu'on avait à ce moment-là également. Avec la teneur de ses propos, on sentait que c'était une critique là, envers Israël à ce moment-là. Jeudi, ben là, M. Trudeau veut pas se mouiller. Je comprends là, que certaines associations de communautés juives canadiennes se posent des questions actuellement. Monsieur Trudeau n'a pas d'opposition claire, on dirait, sur le conflit actuellement. Il sent des tensions à l'intérieur de son caucus, mais clairement, M. Trudeau là, va devoir préciser là, sa pensée rapidement. Marie, qu'est-ce que vous en pensez de la gestion de M. Trudeau de ce dossier? Ben c'est ça, on sent qu'il veut minimiser puis éviter des déchirements tant à l'intérieur de son propre caucus, mais aussi dans l'électorat en fonction d'une future campagne électorale. Mais c'est quand même un peu faible comme façon de gérer notre politique internationale si c'est d'éviter, parce que, tu sais, je le paraphrase, mais ce qu'il a dit cette semaine essentiellement hier, c'est on doit éviter, faut être prudent en fait avant de montrer du doigt ou d'accuser, alors qu'il était sorti très rapidement dans les jours précédents. Mais il faut éviter, dans le fond, c'est ça, de blâmer tout de suite pour éviter de faire de la peine à certaines personnes. Tu sais, je veux dire, c'est un peu faible comme façon de gérer notre politique internationale. Oui. Sur le rôle du Canada dans ce conflit-là, le Canada, on l'a vu, demande la libération des otages. On a envoyé 10 millions en aide humanitaire. Gilles Duceppe, est-ce que le Canada devrait faire pression pour obtenir un cessez-le-feu, comme le demande le NPD d'ailleurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, moi j'ai été vice-président de l'Association Canada-Israël pendant quelques années et j'ai reçu une médaille de l'ONP au même moment. Donc j'avais des bons contacts avec les deux parties et j'ai appris deux choses. D'une part, il faut être réaliste et d'autre part, réaffirmer nos positions. Quand je dis être réaliste, ça veut dire on peut pas se fier à un groupe terroriste contre le Hamas qui dirait qu'il respectera le cessez-le-feu. On peut d'aucune façon faire confiance au Hamas. Il faut donc demander la libération des otages et exiger un couloir humanitaire. Deuxième chose que j'ai bien compris à l'époque puis que je réaffirme aujourd'hui, c'est qu'il faut toujours mettre de l'avant nos positions. À savoir qu'Israël est la seule démocratie au Moyen-Orient, malheureusement, que par ailleurs, Israël doit respecter les résolutions de l'ONU et cesser d'occuper les territoires qu'il occupe depuis 1967, retirer ses colonies de Cisjordanie et toujours mettre de l'avant la solution de deux pays. Je pense qu'il faut avoir ça comme base de réflexion et enligner toutes nos positions circonstancielles sur la base de ces positions. Oui, parce que au-delà de ça, on a le sentiment de toute façon que le Canada n'est pas un gros joueur sur la scène internationale. Farouk, qu'est-ce que le Canada pourrait faire de plus dans ce conflit, selon vous? Oui, l'influence du Canada a pas mal baissé là, depuis, on pourrait en débattre, mais au moins une dizaine d'années. On n'a plus le poids qu'on avait. J'ai l'impression que dans ce conflit-là, mes collègues en ont fait mention, qu'au-delà de la politique internationale et des positions traditionnelles du Canada, le premier ministre est beaucoup plus en gestion interne de cette crise-là. Il doit faire attention et dans son caucus et au sein de la population canadienne. Monsieur Duceppe disait souvent à l'époque que les pays ont la politique de leur géographie, ce qui est très vrai, mais ils ont aussi la politique de leur démographie. Et ce qu'on voit dans toutes les situations internationales récemment, le point commun, c'est que la diaspora canadienne de tous ces pays-là ont un effet énorme sur la politique québécoise, que ce soit l'Inde, la Chine, l'Ukraine ou maintenant Israël, Palestine. Et ça, le premier ministre en est très conscient et ses conseillers en sont très conscients. Oui. Gilles Duceppe, est-ce que vous voulez répondre à Farouk? Ajouter quelque chose? Je pense qu'il reste que M. Trudeau demeure vague tout le temps.
S'il avait écouté Biden correctement, Biden a dit « il semble »,« it seems ». Donc, il se laissait une porte ouverte. Il semble que ce ne soit pas Israël qui est bombardé, non pas l'hôpital, mais le stationnement de l'hôpital. Alors, M. Trudeau, je pense, a une faiblesse dans toutes ses positions actuellement, parce que il y a pas des positions solides sur les questions internationales, je dirais même sur les questions internes. Or, il y a un problème de leadership important et ça se manifeste au niveau international. Ouais, ça fait le tour en ce qui a trait au conflit. Je veux vous amener sur la scène politique québécoise parce qu'il y a une décision du gouvernement Legault qui a fait beaucoup de vagues cette semaine dans le milieu universitaire. Le gouvernement qui veut doubler dès l'automne 2024 les frais de scolarité aux étudiants qui viennent pas du Québec. Marie, est-ce que cette annonce c'est en train de se retourner contre le gouvernement de la CAQ selon vous? Bien, globalement, c'est une annonce qui vient s'ajouter à un peu toute l'improvisation qu'il y a depuis la défaite cinglante que la CAQ a eue lors de l'élection partielle de Jean Talon. On les sent très nerveux, on les sent très désorganisés aussi. C'est un gouvernement qui nous avait habitués à être très fort au niveau des communications, à avoir des députés aussi, des ministres qui travaillent tous dans la même direction. Et là, cette annonce-là est un peu tombée comme un cheveu sur la soupe. Les universités n'étaient pas au courant. Je voyais cette semaine la députée caquiste, Geneviève Hébert, qui l'université de Bishop dans sa propre circonscription, l'université de Bishop dont 30% des étudiants viennent du reste du Canada et qui disent nous ça pourrait faire la différence entre vraiment la fermeture, même aller jusqu'à la fermeture de cette université-là, alors que c'est dans une région où ça assure la vitalité. Donc ça vient, je pense, cristalliser le fait que ce gouvernement-là semble être vraiment en réaction à l'élection partielle. Et moi, j'ai entendu, que ce soit entre autres la ministre responsable de l'enseignement supérieur, Pascale Derry, qui a avancé plein de faits qui étaient pas très justes, là, au niveau, entre autres, des médecins résidents qui sont pas visés par cette annonce-là, alors qu'elle les incluait comme exemple. Et ils ont lié ça beaucoup aussi à la question du déclin de la langue française. C'était ça, en fait, l'objectif de ce qui était annoncé. Et moi, j'ai encore beaucoup de difficultés à comprendre comment, en fait, cette mesure-là, qui va avoir des conséquences certaines sur nos universités au Québec, va venir vraiment aider à ralentir, dans le fond, le déclin de la langue française, à vitaliser, à faire la promotion du français au Québec, là. Marc-André? Ben, je pense que le gouvernement est un peu surpris présentement des réactions, de voir comment ça réagit autant au Québec qu'à l'extérieur du Québec. Je suis d'accord avec Marie sur est-ce que vraiment ça va changer quelque chose pour le français à Montréal? Est-ce que ça va vraiment décourager des étudiants? De l'autre côté, je comprends également le narratif de Mme Derry qui parle de l'aspect financier. Peut-être que là, oui, il y avait peut-être un questionnement à se faire, mais c'est sûr que faut pas que tu sois surpris comme gouvernement, surtout quand ça provient de la CAQ, une fois que tu annonces ça, qu'il y ait une réaction là, de la communauté anglophone, autant du côté de la province de Québec, ici au Québec, que dans l'ensemble du pays. Donc là, on voit qu'on essaie là, un peu là, avec Bishop, essayer de réparer un peu ce qu'on a mis de l'avant la semaine dernière, mais ça aurait dû être peut-être un petit peu plus réfléchi là, avant de l'annoncer. Oui. Gilles Duceppe, est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée? Parce que plusieurs observateurs ont parlé cette semaine d'improvisation pour répondre à la montée du PQ dans les sondages. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il aurait mieux fallu convoquer une commission parlementaire, inviter les universités, le Conseil supérieur de l'éducation, et voir l'ensemble de la question. Mais il faut se rappeler que René Lévesque avait offert aux 9 provinces canadiennes la réciprocité quant aux services et aux droits offerts aux Acadiens et aux Franco-Canadiens, que ce soit de même niveau qu'aux Anglo-Québécois, qui ont de bien meilleurs services et droits que les Franco-Canadiens et les Acadiens. C'était refusé unanimement. Il y a réciprocité au niveau des universités avec la Belgique et la France. Ça, on le voit là, actuellement. Alors maintenant, si on regardait le financement des universités anglophones, il est bien supérieur à ce qu'elles représentent et les universités francophones inférieures à ce que les francophones représentent. Mais s'il y avait une telle commission, on pourrait trouver peut-être des nouvelles solutions. Exemple, les places en médecine sont limitées dans les universités au Québec, anglaises ou françaises. Est-ce qu'on ne devrait pas dire à ceux qui viennent du Canada, vous paierez le même prix que dans les universités francophones, à condition d'accepter de pratiquer la médecine pour un certain nombre d'années
au Québec, donc d'apprendre le français parce qu'il faut parler français pour obtenir son droit de pratiquer au Québec. Et ceux qui veulent pas ça, ben, le prix augmente. Je pense qu'on pourrait trouver de telles solutions qui seraient équitables. Mais quand j'entends le National Post et compagnie faire la comparaison entre le traitement réservé aux Anglo-Québécois, ils devraient regarder le traitement réservé aux Franco-Canadiens et aux Acadiens. Je pense qu'ils apprendraient peut-être quelque chose, à moins de se boucher les yeux, les oreilles et la bouche. Ouais. Farouk, est-ce que vous pensez que c'est un mauvais calcul de la CAQ? Je crois que sur le fond des choses, il y a quelque chose à travailler là-dessus, clairement, sur l'iniquité. Je crois que la manière que ça a été sorti, ça reflète beaucoup plus sur l'improvisation de la CAQ et sur là-dessus qui, je crois, vont perdre des points. Mais sur le fond des choses, écoutez, ceux qui sont pas contents, ce sont les universités anglophones, ce sont la mairesse de Montréal, puis les médias du reste du Canada. 3 groupes, jusqu'aux dernières nouvelles, qui sont pas dans les électeurs cibles de la CAQ. Fait que politiquement, d'après moi, ça fera pas grand-chose pour la CAQ. Par contre, l'aspect confusion et improvisation, surtout sur la question de si on vient étudier en français au Québec, est-ce qu'ils sont exemptés? Apparemment, non plus. Donc, c'est quoi l'histoire du déclin du français? Si un étudiant de Toronto veut venir étudier en français, pourquoi pas le faire exempter? Donc, c'est ces aspects-là d'improvisation. Ça sent la mauvaise gestion, mais sur le fond des choses, je crois qu'ils ont raison. Ouais. Il nous reste quasiment plus de temps. Je veux vous entendre en terminant sur le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui va présenter lundi son budget de l'an 1 du Québec souverain. Bon, le premier ministre François Legault dit que les priorités des Québécois, c'est pas vraiment un référendum sur la souveraineté, c'est plutôt d'être capable de payer leurs factures à l'épicerie. Gilles Duceppe, est-ce qu'il y a vraiment de l'appétit pour le retour de la souveraineté au Québec en ce moment, vous pensez? Moi, je dis fréquemment que l'histoire de l'humanité nous démontre qu'il n'y a rien de surprenant, il n'y a que des choses inattendues. Que le mur de Berlin soit tombé, c'était pas surprenant. Pourquoi en novembre 89? Ben, il y a un nouveau chef d'État en Allemagne de l'Est qui dit bientôt les gens pourront traverser. On dit bon, ben c'est ce soir. Le journaliste qui en 89, alors que la souveraineté était à 20%, aurait écrit que dans un an, ça serait à 65%, que Lucien Bouchard, ministre important, ami personnel de Brian Mulroney, serait chef des partis souverainistes, on lui aurait dit va ton chien crasé, tu comprends rien. En 73, le PQ perd un député, tombe à 6, les libéraux sont 102. Quelqu'un qui aurait dit dans 3 ans, René Lévesque prendra le pouvoir avec le PQ, on aurait dit tu comprends rien. Donc, je pense, moi, que le Québec a tout pour être un pays souverain. Mm-hmm. Encore faut-il être bien organisé pour saisir l'occasion quand elle se présente. Marie, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est clairement pas la priorité des Québécois à l'heure actuelle. On peut pas dire qu'à part les analystes politiques, les chroniqueurs, ça a beaucoup fait jaser autour de la machine à café cette semaine. Bon, Paul Saint-Pierre Plamondon a le mérite de s'assumer là-dedans. Il avait dit qu'il déposerait un budget de l'an 1, mais là, on est parti sur la question d'une monnaie québécoise, d'une armée québécoise. Ça, c'est parti dans toutes les directions. Je pense que c'est ses adversaires qui peuvent en bénéficier là, au niveau de la CAQ. C'est sûr que là, François Legault est tombé dans le piège un peu cette semaine là, de dire comment on va compenser les pertes d'emploi. Puis là, il a donné de l'eau au moulin, dans le fond, au PQ à ce niveau-là. Mais je pense pas qu'au niveau du Parti québécois, il y a des gains qui vont se faire, à part peut-être chez des militants souverainistes de la première heure qui, eux, veulent toujours leur pays. Mais moi, j'en étais là du discours de M. Legault cette semaine qu'effectivement, avec l'inflation, le prix des loyers, le prix des hypothèques, c'est très, très loin des priorités quotidiennes des Québécois à l'heure actuelle. Alors, on va surveiller ça la semaine prochaine. C'est malheureusement tout le temps qu'on a. Marc-André Leclerc, Marie Pompetit, Gilles Duceppe et Farouk Karim, merci beaucoup. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au revoir. Bye bye.